Il est cofondateur de la QLPA. Il est à l'origine de plusieurs des plus importantes campagnes d'éducation populaire en environnement. Ses engagements lui ont valu de nombreux prix et je vais en nommer quelques-uns. En 2002, le prix de la protection de l'environnement canadien. En 2006, le Phoenix de l'environnement pour un travail ou un projet qui s'appelle le carnet de l'automobiliste. Et c'est ce projet-là, on est à le réactiver, à le refaire en 2013. En 2007, le prix de communication Fondation canadienne du Rhin. 2008, le prix canadien de l'environnement. 2011, 2 prix, le prix Guy Chartrand pour action et mobilisation des usagers. Et un deuxième Phoenix pour le programme Fête de l'air, oui, Adieu Bazou. Le programme qui avait fracassé des records à la grandeur du Canada parce que c'était un programme canadien. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir M. André Bellil. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici. Bonsoir Mme Payette, merci d'être avec nous. M. Lincoln, un grand merci. Après avoir fait ces 30 ans-là, je me souviens encore des belles discussions et de tout le travail qu'on a fait ensemble. Je vous en remercie du fond du cœur. Alors, je voulais rapidement faire un survol. On m'a dit, André, parle donc de ce que tu es le plus fier de la QLPA. Et généralement, ben, j'écris jamais mes textes parce que je prends ça comme ça vient, comme on dit. Donc, je vais rapidement faire un survol. Il y a longtemps, quand j'étais monteur de ligne et que je travaillais dans le bois, j'avais connaissance d'un problème qui s'appelait les pluies acides qui me chagrinaient beaucoup parce que quand j'étais jeune, quand j'étais ticu, comme je dis souvent, j'allais à la pêche dans un coin qui s'appelle le Port-Neuf, à Rivière-la-Pierre, où on mettait sa ligne à l'eau dans une goutte d'eau et on sortait 2 truites. Dans les années 60, c'était vraiment un endroit paradisiaque. Dans les années 70, ça commençait à être un peu endommagé. Dans les années 80, la plupart des lacs étaient acides et on se rendra compte en 1985 qu'il y avait au-delà de 100 000 lacs acides au Québec et malheureusement, peu de gens le savaient. Et bien moi, c'est comme ça m'a tombé dessus, comme on dirait, c'est pas quelque chose que j'avais choisi. J'étais un gars de la construction, je pensais jamais être devenu un écolo, et je le regrette pas, j'en suis fier, puis je remercie le bon Dieu de toutes les victoires qu'il nous a données. Mais il était évident pour moi, dès le début, quand j'ai compris le problème des pluies acides, qu'on n'arriverait jamais à faire changer ces problèmes-là si la population ne comprenait pas les problèmes et ne savait pas qu'il y a des solutions et qu'on peut les mettre en pratique et que ça pourrait créer de l'emploi et être profitable pour l'économie et aussi pour développer toutes sortes de nouvelles technologies, toutes sortes de nouveaux procédés qui, finalement, quant à moi, c'est le progrès. Alors, j'ai eu l'idée, en 82, de fonder un groupe, la QLPA, l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides, dont le mandat serait d'abord et avant tout un mandat d'éducation populaire. Alors, on était le premier groupe au Canada dont la priorité était l'éducation populaire. Et pour moi, ce soir, vous ne le savez pas, personne ici, mais moi je le sais, une des premières conférences que j'ai eu à faire comme écolo, après être sorti du bois et des lignes, ben, c'était ici au Cégep Maisonneuve. Alors pour moi, c'est un peu comme avoir fait le tour du cadran. Alors en 82, ben, j'ai eu l'idée de fonder la QLPA, de regrouper plusieurs organisations, et de 82 à 88, la QLPA tiendra à peu près aux 2 jours une séance d'information quelque part au Québec pour parler du problème. Et en 88, ben, on avait déjà plus d'1 million de personnes rencontrées directement dans des soirées comme ici. Et en 88, je vais faire rapidement parce que je pourrais vous parler de plein de choses, en 1988, notre invité spécial, le ministre Clifford Lincoln, annonçait que le Québec était la première législation à prendre des engagements sérieux pour réduire les pluies acides. Et quand je dis sérieux, c'était très sérieux. On parlait de réduire de 50% les émissions de SO2, ce que tout le monde disait impossible. Et bon, on s'est fait menacer, on s'est fait, il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Tout le monde dans les grandes corporations ou même dans les syndicats disait que si on devait réduire la pollution, on réduirait l'emploi.
Et nous, on disait, ben non, c'est impossible. Si on décide de réduire la pollution, on engagera des gens pour le faire, on développera des technologies. Eh bien, M. Lincoln, Cliff, comme vous aimiez qu'on vous appelle à l'époque, félicitations. 30 ans plus tard, vous êtes encore un héros pour la QLPA. Alors voilà. En 88, le ministre Lincoln décide qu'on passe en premier, mais lorsque le Québec, sous l'impulsion de M. Lincoln, a passé à l'action, il a entraîné le reste de l'Amérique avec lui ou avec nous. Et ça a donné naissance à l'accord nord-américain sur les pluies acides qui a permis de réduire sur le continent nord-américain maintenant au-delà de 60% des émissions de SO2, d'anhydride sulfureux, et de à peu près 30% des émissions d'oxyde d'azote. Alors, quand au départ on disait que c'était impossible, que ça ne donnait rien, ben ça a donné quelque chose, ça a permis d'améliorer la qualité de l'air de beaucoup et de créer des emplois partout. Et ça, je n'aurai pas le temps d'aborder, c'est dans une autre conférence que je peux vous dire. Mais il faut toujours se rappeler qu'à chaque fois qu'on veut régler un problème en environnement, c'est une occasion de se développer, de créer de l'emploi et d'améliorer notre économie. Donc, en 91, on a eu l'accord nord-américain sur les pluies acides, mais c'est au Québec que la bataille s'est gagnée et c'est sous l'impulsion de Clifford Lincoln. En 1988, par contre, la politique, parfois, vous m'excuserez, Monsieur le ministre, la politique, parfois, a de ces contradictions qui nous amènent dans des affaires absolument absurdes. Au moment où le ministre Lincoln annonçait, et malheureusement pour des raisons extérieures à sa volonté, M. Lincoln nous a quittés, mais au moment où il avait annoncé cette réduction-là, le gouvernement du Québec autorisait aussi, en parallèle, une augmentation de 150 000 tonnes de SO2 suite à une très mauvaise planification énergétique. L'été 88 avait été un été très chaud où on avait trop exporté d'hydroélectricité et les bassins de la baie James, que j'avais bâti, il était presque vide parce qu'on n'avait pas pris en considération le réchauffement planétaire. À l'époque, on avait beau en parler, là, nous on en parlait déjà depuis quelques années, mais en 88, parler du réchauffement planétaire, c'est vrai que là, on nous prenait pour des martiens. Alors, on avait trop exporté d'électricité aux États-Unis, l'évaporation avait vidé les bassins, on s'est retrouvé à court d'électricité, et la solution qu'on a trouvée, c'était de partir d'une vieille centrale thermique au mazout, la centrale de Tracy, qui, elle seule, émettrait environ 100 000 tonnes de SO2, et on mettait un terme à l'alimentation des chaudières industrielles en hydroélectricité, on les retournait au mazout, et on mettait un terme à la biénergie dans les maisons et les bâtisses. Alors, tout ça ensemble, c'était autour de 150 000 tonnes de SO2 de plus qu'on ajoutait. Alors, avant de commencer à réduire, on s'en rajoutait 150 000 tonnes. C'était pour le moins contradictoire. Alors, nous, la solution qu'on a trouvée, c'était de lancer un appel pour avoir un débat sur l'énergie, pour pouvoir planifier notre développement énergétique de façon cohérente, de façon logique par rapport à nos engagements et à nos obligations face à l'environnement. Et on aura à faire 3 tournées du Québec pour finalement avoir gain de cause. Le gouvernement du Québec tiendra le débat public sur l'énergie. Et la grande conclusion, et j'en étais très fier, c'était ce que les écolos, en principe, tous demandaient, c'était d'abord qu'on priorise la conservation d'énergie. Au Québec, on était de super grands producteurs, mais de très mauvais consommateurs d'énergie. On gaspillait beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, la population du Québec, dans le débat sur l'énergie, il y a eu 14 000 personnes qui ont participé, ont recommandé qu'on devienne les meilleurs en conservation d'énergie. La population du Québec demandait aussi qu'on devienne plus efficace, d'où la naissance du concept d'efficacité énergétique, dans lequel la population nous invitait à démontrer nos compétences. La population disait il ne nous reste plus tellement de grandes rivières, mais on a un potentiel en énergie verte énorme dans le solaire, dans l'éolien, dans la géothermie, dans la biométhanisation, je ne les nommerai pas toutes, mais la population nous invitait à prendre le virage des énergies vertes, de protéger les dernières rivières qui nous restent. Ces rivières-là ne se sauveraient pas, mais nous, on pouvait les sauver d'un harnachement qui serait peut-être inutile. Alors, en 1996, on a obtenu la première politique énergétique basée sur le concept de planification intégrée et, en bonus, on a obtenu une régie de l'énergie et l'Agence de l'efficacité énergétique. Alors ça fait partie des résultats dont on est très fiers à la QLPA.
Et en 1996, a sorti le rapport pour un Québec efficace de la Commission pour le débat public sur l'énergie. Par contre, encore une fois, au moment où on prend de bonnes résolutions, quelque part, des fois je me demande, est-ce que c'est comme ça toujours en politique? M. Lincoln pourrait nous en parler plus. Mais au moment où on rend public le rapport pour un Québec efficace, on commence à nous parler du virage au gaz au Québec. Et c'était aussi au moment où on venait de lancer les premières consultations pour établir un plan d'action sur les gaz à effet de serre, pour la réduction des gaz à effet de serre. Et on venait au Québec de s'engager à moins 6 par rapport à 90, et ça c'était en 97. Mais en 98, déjà, le Québec, malheureusement, voyait poindre à l'horizon une série de centrales thermiques que le président d'Hydro-Québec, M. André Caillé, proposait. Et c'était supposément un outil pour lutter contre la pollution de l'air, contre les pluies acides, mais ça s'avéra totalement faux. Et malheureusement, on a dû relancer tout un débat. Vous vous souviendrez peut-être de la bataille du Suroît. Il y avait 12 centrales au gaz comme le Suroît, plus petites, mais quand même, il y en avait 12 qu'on nous proposait. Et heureusement, on a réussi à faire comprendre que c'était tout à fait contradictoire face à nos engagements de réduction des gaz à effet de serre et des 12 centrales thermiques, 11 ont été abandonnées, une seule a été bâtie, elle a fonctionné pendant un an, il y a mis 1,8 million tonnes de gaz à effet de serre et depuis ce temps-là, on paye 200 millions de dollars par année pour qu'elles ne produisent pas, alors on a gaspillé déjà au-delà d'1 milliard de dollars. Et vient ensuite, nous on a dû créer la coalition Québec vert Kyoto pour justement continuer à donner notre opinion, à informer les gens sur les choses à ne pas faire, mais surtout sur les choses à faire. Et on a à travers ça réussi à faire comprendre que le virage thermique au Québec, c'était quand même pas l'idée du siècle et on avait tellement de potentiel en énergie verte qu'on devait mettre notre énergie justement là-dessus. Entre-temps, à travers ça, à la QLPA, on a aussi, en 2005, défendu une rivière et en même temps la qualité de l'air à Lévis face à une compagnie qui avait décidé d'outrepasser tous les règlements, toutes les lois, déversait malheureusement des quantités importantes de polluants dans la rivière, émettait beaucoup de polluants dans l'air, tout ça en toute contradiction avec les lois. Alors on a tenté de d'approcher la compagnie, la Ville de Lévis, le ministère de l'Environnement pour obtenir un règlement sur ce problème-là. Malheureusement, on n'a pas été capable de convaincre les autorités. Alors, on a procédé avec la loi. On est allé à la Cour supérieure. La loi sur la qualité de l'environnement dit que quand vous êtes témoin d'un acte comme ça, vous pouvez demander aux tribunaux de faire régler l'affaire. Alors, on a obtenu une injonction. Mais avec l'injonction est venue une poursuite de 5 millions de dollars qui disait vous devez vous retirer de ces dossiers-là et arrêter de nous importuner. Puis si vous ne le faites pas, on va vous donner une autre poursuite de 50 millions de dollars. Alors, on n'avait pas du tout 5 millions de dollars, encore moins 50 millions de dollars. On s'est dit, et voilà, on s'en fout. L'important, c'est de faire respecter la loi et surtout de protéger l'environnement. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la rivière Etchemin où il y avait ces déversements-là, je faisais partie, j'étais président d'un autre groupe qui s'appelait le Comité de restauration de la rivière Etchemin, qui avait réussi avec 10 000 jeunes pendant des années à nettoyer la rivière, à la rendre viable, parce qu'en 93, personne n'aurait osé mettre un orteil dans la rivière. En 96, on a commencé vraiment le nettoyage et en 2004, le saumon était revenu après 200 ans d'absence dans la rivière. Alors, quand cette histoire-là avec la compagnie est arrivée et qu'on nous a menacés d'une poursuite pour nous faire taire, j'ai tout de suite pensé aux 10 000 jeunes qui avaient cru à ce rêve-là et je me suis dit, jamais on va reculer là-dessus. On a allumé l'espoir dans le cœur de ces jeunes-là, c'est certainement pas moi qui va l'éteindre, on va se battre jusqu'au bout. Et... Merci beaucoup. Alors, on s'est battu, on a obtenu que la compagnie... j'ai vu 5 minutes, ça va là. On a obtenu que la compagnie, finalement, décontamine tout le terrain, mais on a continué encore nos démarches dans une campagne qui s'appelait « Citoyens, taisez-vous » et on a obtenu une loi, la loi 9, la loi anti-baillon,
une loi, et on voit Martin Drapeau, qui était la première personne au Québec à pouvoir s'en prévaloir, lui-même avait été poursuivi d'une poursuite abusive. On nommera pas les noms, mais ils sont à la commission Charbonneau de ce temps-là, ces gens-là. Voilà. Alors, on était très fiers de gagner aussi la loi 9, la loi qui nous permet maintenant la liberté d'expression et qui la protège. Et est arrivé tout dernièrement la QLPA, comme d'habitude, on est souvent les premiers au front, et c'est nous qui avons fait sortir toute l'histoire des gaz de schiste au Québec, et c'était quelque chose qui, bon, maintenant la population complète est mobilisée là-dessus, mais c'était encore quelque chose de totalement contradictoire. Au moment où on nous dit que nous, on est beau, on est fin, on est bon, et qu'on va atteindre Kyoto, bien, en parallèle de ces choses-là qui se développent, et maintenant on sait très bien que l'aventure dans les gaz de schiste pourrait causer une augmentation phénoménale des gaz à effet de serre, sans parler des autres formes de pollution. Alors, ce dont je suis le plus fier, bien, tout d'abord, je suis extrêmement fier de l'équipe de la QLPA qui, au cours des 30 dernières années, beau temps, mauvais temps, parmi les pires histoires que le mouvement environnemental a connues, on a toujours été au front, on a toujours gagné nos débats, nos batailles, et on le fait dans le respect des gens, on le fait dans le respect de la société, et ben ça, c'est ma plus grande fierté, et après 30 ans, ben, j'ai pu continuer, parce que quand tu réussis à faire changer les choses pour le mieux, ben, tu as envie de continuer. Ce que je suis fier aussi, c'est que la QLPA, en termes d'éducation populaire, a certainement écrit un record Guinness, parce que, comme je le dis, c'est avec grand plaisir que je me fais l'expert des soirées Tupperware, des soirées de chevalier de colon, n'importe où les gens veulent entendre parler de pollution de l'air et surtout des solutions. C'est notre devoir d'être là. Très, 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 très fier, M. Lincoln, de l'accord nord-américain sur les plus acides, et vous en êtes le cœur, vous en êtes la personne responsable, on vous a appuyé, et j'ai encore la lettre que vous m'avez écrite en disant « Grâce au travail d'éducation populaire, vous avez pu compter sur un appui solide, mais on est fiers de vous appuyer, M. le ministre. Merci encore. » On est aussi très fiers d'avoir gagné le débat sur l'énergie. On est fiers d'avoir fait arrêter la folie des centrales thermiques au Québec. Au Québec, pays de l'énergie verte par excellence, les énergies fossiles n'ont pas leur place. On peut développer et montrer au monde comment on peut produire de l'énergie qui ne porte pas atteinte à l'environnement et qui n'ajoute pas des gaz à effet de serre. On est fiers aussi de la loi 9, comme je disais tantôt, et la devise que, au fond, j'ai développée à la QLPA, c'est que l'action prouve la pensée. Si on pense que le problème est grave et qu'il faut faire quelque chose, on a l'obligation de se lever, de passer à l'action. Et quand on le fait, contrairement à ce qu'on me disait quand j'étais sur la construction, ça me donnerait rien que si je faisais ça, je perdrais mon temps puis je perdrais mon argent. Ben non, au contraire, on a réussi à faire changer beaucoup, beaucoup de choses. Alors imaginez si un gars de la construction qui a une idée comme ça peut arriver avec une équipe à le faire, si tout le monde se donnait la main, si tout le monde voulait mettre la main à la pâte, on est capable de changer les pires problèmes, on est capable de les régler. Ce n'est pas l'intelligence qui manque, c'est la volonté. Maintenant, il y a des gens qui vont vous parler de l'ensemble des problématiques, soit de l'espace, soit directement les deux pieds dans le Saint-Laurent. Ça nous touche à tous les jours. On ne peut pas fermer les yeux, mais si on le regarde avec un œil positif, c'est une très belle occasion d'apprendre à se développer et à devenir plus efficace, plus productif, tout en ayant le souci de protéger notre mère, la Terre. Merci beaucoup et à bientôt.